Donc je vais vous lire le texte que m'a envoyé Lionel Galland. Alors, André Basset, quelques souvenirs. C'est le titre donc, de son intervention. Un incident de santé me retient loin du colloque, mais je suis heureux de pouvoir rendre hommage à celui qui, pendant 14 ans, fut mon maître, jouant ainsi un rôle décisif dans l'orientation de ma carrière et de ma vie. Je sais gré à Kamal Neyzara d'avoir accepté de lire en séance ces quelques souvenirs, moins précis que je ne le voudrais, parce que je ne dispose pas des documents qui auraient pu les étayer. J'ai fait la connaissance d'André Basset pendant l'année universitaire 1943-1944. Je poursuivais des études classiques à l'école normale supérieure et j'avais rédigé l'année précédente un mémoire de DES, diplôme d'études supérieures, sur les indigènes, entre guillemets, comme on disait alors, en Afrique romaine. Je ne savais rien du Maghreb, pays coupé de la France par l'occupation allemande, mais mon travail, dont le sujet avait été choisi pour des raisons purement livresques, m'avait appris l'existence des inscriptions dites libyques. Leur déchiffrement s'avérant laborieux, il me sembla qu'il imposait d'étudier le berbère actuel. J'allais donc trouver Basset à l'école des langues orientales, aujourd'hui INELCO, où il avait succédé à Edmond Destin, depuis 1941. Son auditoire n'était pas pléthorique et se réduisait à un noyau d'étudiants désireux d'entrer dans l'administration coloniale, complété par quelques personnes intéressées par l'Afrique du Nord, mais pas de futurs linguistes en vue. Trop heureux qu'un normalien eût mordu à l'hameçon, Basset m'accueillit non seulement aimablement, mais avec attention. Très scrupuleux, il me prévint tout de suite que la place très limitée du berbère dans le monde de la recherche ne lui permettait pas de me garantir un poste pour l'avenir. Mais j'étais trop jeune pour m'en soucier. Comme en même temps je préparais l'agrégation, je n'assistais à ces cours que pendant quelques semaines, profitant du fait que le concours de 1944 fut retardé à cause de la guerre. Dans toutes les années qui ont suivi, j'ai bénéficié de ses conseils, non seulement par correspondance, mais à l'occasion de fréquentes rencontres, chez lui et même au Val-André, où il passait ses vacances. Au Langso, les professeurs avaient pour assistants des répétiteurs, plus particulièrement chargés d'enseigner la pratique de leur langue. Le répétiteur de berbère était alors Nezal, auteur des textes de Lorès, qui furent publiés après la mort de Basset. Le cours reposait essentiellement sur ces textes. La lecture et le commentaire d'un passage faisaient l'objet d'une interrogation la semaine suivante. Et le passage était repris par le répétiteur avec ses étudiants. Pour Basset, la recherche primait visiblement l'enseignement. Il avait été éduqué par un père exigeant et sévère, René Basset, qui fut le type même de ce qu'on appelait un orientaliste, curieux de tout ce qui concernait l'Afrique et l'Orient. Il fut le premier doyen, je crois, de la jeune faculté des lettres d'Alger, et il eut le mérite de faire entrer le berbère à l'université. Un frère d'André, Henri, sociologue et historien, plutôt que linguiste, devint à Rabat le brillant directeur de l'Institut des hautes études marocaines. Ainsi, les Basset, de même que les Marseillais arabisants, se firent-ils un nom dans le milieu orientaliste. C'est pourtant, d'ailleurs, que vint pour André Basset l'impulsion décisive donnée par les travaux de Meillet et de Vendriès, qui l'initièrent aux méthodes de la linguistique comparée, alors triomphantes dans l'étude de l'indo-européen, et l'incitèrent à appliquer ces méthodes aux études berbères. Il le fit en travailleur infatigable. Il soutint ses thèses de doctorat en 1929 et ne cessa pas de suivre l'évolution de la linguistique.
Il prépare à la traduction en français par Jean Contino des principes de phonologie de Trubetskoy. Il fut l'un des plus actifs membres du GLEX, groupe linguistique d'études camito-sémitiques, malgré les différences de tempérament et d'opinion qui le séparaient très pacifiquement de son fondateur Marcel Cohen. Il n'oubliait pas pour autant les disciplines voisines et il appartint à une commission d'ethnologie où il rencontra sans doute Claude Lévi-Strauss et Germaine Tillon. Basset a exploré toutes les branches de la linguistique berbère, ce qui lui a permis de publier à Londres en 1946 une synthèse remarquable de la langue berbère, plus dense qu'il n'eût voulu en raison d'un malentendu sur le nombre des pages qu'on lui accordait. Elle fut rééditée en 1969. Mais je crois que sa préférence allait à la morphologie, celle du verbe en particulier. La thèse qu'il a consacrée à ce dernier a marqué dès 1929 un progrès si décisif qu'elle a mérité d'être rééditée en 2005 grâce à l'Arbi Rabdi. Un autre rapport remarquable fut le démontage, dans un court article de la Revue africaine, 1945, des formes de l'état du nom. La rigueur de ces analyses a protégé la description du berbère de l'influence souvent trop forte des grammaires latines et arabes. Je garde le souvenir de Basset parlant travail inlassablement au cours de longues promenades sur le front de mer au Val-André, où la famille passait ses vacances. Le berbère était chez lui une passion, mais une passion froide, car il traitait cette langue comme on traite l'indo-européen. Il était plus intéressé par l'étude que par la pratique, et j'étais surpris qu'il ne tenta jamais de converser en berbère. Il se considérait comme linguiste et non comme interprète, mais il ne portait aucun jugement affectif, et ceux qui ont été choqués par sa description du berbère comme une poussière de parler, entre guillemets, ne l'ont pas compris. On sait qu'avec la morphologie, la géographie linguistique retenait toute son attention. Ces atlas linguistiques, qui couvrent une importante partie du domaine, ont été longtemps son œuvre la plus citée, mais aussi la moins exploitée par les berbérisants. Et j'ai constaté un jour que la pile des fascicules possédés par les Langso servait d'escabeau au 3e étage de la rue de Lille. J'ai eu la chance d'accompagner Basset en Kabylie et dans le Dar, à l'ouest d'Alger, à l'occasion d'une enquête de vocabulaire, la dernière peut-être. Sa méthode était bien au point. Connu de tous les administrateurs français, il se rendait dans un centre le jour de la chicaya, entre guillemets, où de nombreux plaideurs, représentant autant de parlers locaux, descendaient des montagnes. Basset les questionnait un par un sur la base d'une liste de mots arabes qu'il avait préparée. Les patients se prêtaient au jeu, même s'ils n'en voyaient pas l'utilité. En quoi il n'était pas seul, puisqu'une revue publia l'article d'un couple de journalistes réputés qui, à propos de l'enquête sur les noms des parties du corps, avait choisi un titre du genre « 15 noms pour un nez berbère », entre guillemets. Cette ironie trop facile m'avait fâché, et l'on ne peut que se réjouir aujourd'hui de posséder la masse des matériaux recueillis par Basset. Il avait l'habitude d'écrire à la main tout ce qu'il produisait, ses notes, ses cours, sa correspondance, dont il conservait la copie, même quand il s'agissait de brefs messages de courtoisie. Il ne comptait pas ses heures de travail. Je ne peux pas clore cet hommage à André Basset sans lui associer le souvenir de Geneviève, l'épouse avec qui il donnait l'image d'un ménage modèle. Elle était l'une des filles du sociologue Célestin Bouglet. Dans sa jeunesse, son père était directeur de l'école normale. Elle avait habité l'appartement de la rue d'Ulm et elle connaissait bien le monde universitaire, mais elle ne désirait pas y faire carrière, préférant réserver à son mari et à leurs 3 enfants un souvenir efficace et précieux. C'était une lourde charge, en particulier en 1941, pendant la période de la guerre, où elle dut rester en Algérie, alors que son mari rejoignait son poste à Paris. Je l'ai bien connue pour avoir partagé plus d'une fois leur vie familiale. À la mort d'André, elle ne songea qu'à honorer sa mémoire et offrit à l'école des langues orientales, sans contrepartie financière, les livres et les dossiers qu'elle venait de refuser à un grand éditeur. Elle mit à ce don une seule condition,
les documents devaient être associés à la chaire de berbère et installés dans la salle de cours à la disposition du professeur et des étudiants. Après une longue attente, cette demande fut satisfaite et on aménagea au 3e étage de la rue de Lille la salle où j'ai fait tous mes cours. Plus tard, le statut et le fonctionnement de l'école évoluèrent et sous le professorat d'Alphonse Le Guil, il parut sage de confier le fonds Basset à la bibliothèque de l'INALCO où, je l'espère, il continue à servir l'étude du berbère. Lionel Galland, février 2017. Voilà. Patar